départ. Donc dans 3, 2, 1. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc c'est un grand plaisir de vous recevoir ce soir en physique ou online pour les gens qui sont online. Donc ce soir, le Grand Éveil Genevois organise cette conférence avec toute son équipe qui est distribuée dans la salle. Donc cette conférence internationale sur la thématique de la gestion politique de la crise Covid afin de faire un bilan des 2 dernières années passées d'un point de vue sanitaire, politique et médiatique. Pour cela, nous avons invité 5 intervenants de marque de renom international afin de pouvoir éclaircir les zones d'ombre et montrer les points positifs et négatifs qui ressortent de cette crise sanitaire. Quoi de mieux pour cela que de donner la parole à des spécialistes internationaux du domaine tels que le professeur Christian Perron, un tonnerre d'applaudissements. La professeure Alexandra Henrienco, d'ici présente. La professeure Astrid Stuckelberger. Monsieur Jean-Dominique Michel. Et enfin, notre Pablo Bueno. Docteur Pablo Bueno. Donc voilà, leur connaissance et expertise nous permettra de pouvoir faire un bilan scientifique de la plus grosse crise sanitaire du XXIe siècle. Nous les présenterons donc tour à tour les intervenants pour connaître leur parcours. Brièvement, pour présenter le Grand Éveil Genevois, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, donc, on est une association politique basée à Genève qui a été créée en 2021 par de nombreux jeunes bénévoles qui se sont rendus compte qu'aucun parti politique, de gauche comme de droite, ne défendait plus leurs libertés et droits démocratiques. Genève étant un des berceaux du courant philosophique des Lumières, ayant accueilli de grands noms comme Rousseau et Voltaire, nous sommes aussi au centre du système capitaliste de ces élites mondialisées avec leur association du World Economic Forum qui se trouve juste en face du lac à Coligny. Notre but est ainsi de réveiller l'humanité afin qu'elle prenne en main son avenir et qu'elle défende les intérêts des générations futures, qu'ils soient écologiques, politiques, économiques et sociaux. Nous sommes la génération de demain et nous voulons choisir notre avenir. Donc rejoignez-nous pour défendre votre liberté et vos droits, ainsi que pour décider ensemble de notre futur. Je vais donc présenter notre premier intervenant, le professeur Christian Perron, ici présent, donc médecin et professeur des universités, praticien hospitalier français, chef de service de 1994 à 2020, ancien président de la commission maladies transmissibles du Haut Conseil de la santé publique, ancien président du comité technique des vaccinations, conseillant le ministère public français, ancien président du comité technique de la politique vaccinale, ancien président de groupe de travail à l'Agence du médicament, ancien président du collège des professeurs de maladies infectieuses et tropicales. Il a été directeur adjoint du Centre national de référence sur la tuberculose à l'Institut Pasteur de Paris. Donc, ancien membre et vice-président du groupe ETAGE, groupe d'experts conseillant la politique vaccinale dans la région Europe de l'Organisation mondiale de la santé, ici à Genève, et dont il est également l'auteur de plusieurs livres publiés, dont son dernier ici présent.
Et je remercie le journal Le Temps parce que il y avait Le Monde avant, vous savez, ce petit journal en France qui s'appelle Le Monde. Moi, j'adore parce que maintenant, il m'appelle je sais plus d'ailleurs oui, le très controversé professeur Perron. Donc, je suis ravi d'être controversé parce que un journaliste devrait savoir que la controverse, c'est nécessaire. Et que quand la presse française, chaque média principal touche déjà plus de 15 millions d'euros chaque année d'aide de l'État, plus Bill Gates qui a financé certains médias, plus les annonceurs, parce que Big Pharma est annonceur important de beaucoup de journaux et médias, et que notre ami Emmanuel Macron, c'est lui-même qui l'a dit, depuis 1 an et demi, il a redonné, parce que les pauvres médias, ils étaient très pauvres, leur a redonné 3 milliards. Avec 3 milliards d'euros, il aurait pu construire plusieurs hôpitaux, financer les infirmières. Pendant ce temps-là, ils ont réduit les lits dans les hôpitaux. À l'assistance publique, 20% des lits sont fermés parce que les médecins et les infirmiers sont partis parce qu'on voulait les obliger à se vacciner. Donc, il y a un délire total. Et ce qui est le plus terrible là-dedans, c'est le silence total de la presse, des médias qui se sont couchés devant des dictateurs, devant des milliardaires. Et il faut que ça. Et je pense que les directeurs de rédaction de tous ces grands journaux, de ces grands médias, je les plains parce qu'ils seront bientôt devant des tribunaux pénaux parce qu'ils ont été coupables de ce qui est un vrai crime contre l'humanité. Voilà, j'en resterai là. Alors, je vais maintenant présenter la professeure Alexandra Henrion-Caude, scientifique reconnue, titulaire d'un doctorat en génétique de l'Université de Paris Diderot, spécialiste en maladies génétiques et sur l'ARN, lauréate du prestigieux prix américain Eisenhower, ancienne directrice de recherche de l'INSERM de 2012 à 2018. Elle s'intéresse aux questions de biotique et crée le site internet Science et Conscience. Elle est fondatrice et directrice de l'Institut de recherche Simplissima et elle est une des expertes avec Astrid Stuttelberger du grand jury des avocats internationaux mené par l'avocat germano-américain René Fulmich qui a lieu en ce moment. Je vais maintenant présenter le professeur Astrid Stuttelberger, experte en santé publique internationale, private docent de la faculté de médecine de l'Université de Genève et chargée de cours à UNIL Lausanne. Doctorat en santé des populations, master en santé mentale avec l'OMS, 25 ans de recherche et enseignement en médecine, professeur de l'Institut de biorégulation Saint-Pétersbourg de l'Académie russe des sciences médicales, experte internationale de l'ONU et à l'OMS, dont 3 ans sur les pandémies et 4 ans sur le comité d'éthique de la recherche de l'OMS. Experte de la Commission européenne, représentante à l'ONU de 2 ONG académiques, plus de 10 livres publiés et fait partie des 100 personnalités suisses. Donc c'est la même question, Hector. Oui, ok. Alors d'abord merci Hector, Diego, Céline, Cécile, tout le monde et le papa d'Hector. Parce que c'est la deuxième, troisième fois que je les vois agir et c'est vraiment efficace. Même si c'est un peu le chaos, mais après ça, c'est vraiment super. Bravo. Il y a des... Non, c'est... Merci beaucoup pour cette introduction. Est-ce qu'il est possible que je partage mon écran si vous avez la gentillesse d'accepter cette éventualité? Depuis 2 ans, cette crise Covid, je m'accorde totalement avec Christian pour dire que c'est avant tout une politique sanitaire mondiale sans précédent.
les violations des droits humains et la violation éthique a été massive. Massive parce que quand on fait une recherche, et à l'OMS c'était la même chose, c'est au départ, avant une recherche, on regarde s'il y a conflit d'intérêts. Est-ce que c'est celui qui vend le produit qui est à tester ou la molécule qui va monitorer la recherche? Oui, là c'était conflit d'intérêts total. L'argent a été payé par qui? Par les pharma et nos gouvernements pour faire la recherche. C'est une recherche qui n'est toujours pas terminée. Ensuite, le consentement éclairé. Le consentement éclairé, ce n'est pas une petite affaire. C'est abus de pouvoir, abus de faiblesse. Et le dernier, c'est complicité pour meurtre ou complicité pour tentative d'empoisonnement. Et je peux vous dire que c'est déjà là et qu'en France, ils ont super bien avancé sur les dossiers juridiques. Et c'est vraiment admirable le travail qui est fait par de nombreux avocats. Et moi, j'arrive là aux limites de ce que je peux dire, puisque c'est les avocats aujourd'hui qui, grâce à la science, et nous, alors on a l'évidence qui est mondiale de toutes les fraudes scientifiques et des fraudes éthiques. Et l'éthique, c'est lié à la loi, à la Convention d'Oviedo, à la déclaration d'Helsinki des médecins. Et donc, il y a vraiment une violation de tout ça. Et aujourd'hui, c'est dans la main des avocats. Et c'est eux, et on a un débat qui va avoir lieu à Winterthur avec des avocats, c'est eux qui vont transformer ça en accusation et en procès. Et donc, Rainer Füllmich a initié un des plus grands procès mondiaux et uniques au monde, qui est un modèle pour tout le monde, d'un grand jury type class action, mais différent, avec 12 avocats internationaux, avec 5 jours que vous pouvez voir qui sont 6 heures chacun, à peu près. Moi, j'ai fait partie de 2. Et donc, où vous pouvez voir de nombreux experts qui témoignent et eux font un peu les questions d'accusation juridiques. Et on va voir ce qui va passer, mais c'est assez génial ce qui se passe. C'est aussi pour réveiller les gens, pour qu'ils se rendent compte que vous êtes vraiment protégés, que le droit peut vous protéger, que vous avez des droits humains et vous pouvez dire non. Pas besoin d'avoir peur. Et que vous pouvez être en bonne santé. Nous allons maintenant écouter le docteur Pablo Buono, médecin praticien et membre de la FMH, diplômé à l'Université de Genève et de la Sorbonne à Paris pour la médecine du sport. Il pratique la médecine fonctionnelle. Merci. Alors, comme mon CV, mon intervention sera beaucoup plus courte que les autres intervenants. Pablo Buono, médecin généraliste à Genève, expert en rien. Juste, ouais, alors, votre question, c'était le bilan que je fais. Alors, moi, de mon échelle, mon échelle elle est plus petite, hein. Aujourd'hui, c'est un peu plus facile de prendre la parole sur ce sujet parce que je pense que vous l'avez tous remarqué. D'ailleurs, vous êtes tous démasqués ce soir. Donc, le vent est quand même en train de tourner, je pense, au niveau politique, au niveau médiatique. Alors après, on est en train d'essayer, et puis on est en train d'essayer de nous mener vers une autre guerre. Voilà. Donc, mais malgré tout. Aujourd'hui, je pense que c'est hier ou avant-hier qu'est sorti l'article du New York Times. Voilà, quand le New York Times sort un article qui explique que le CDC a fraudé sur la transparence au niveau des effets secondaires des vaccins et sur les statistiques, c'est le New York Times. Il n'y a pas plus mainstream. Donc vraiment, le vent en fait est en train de tourner. Donc moi, on parlait effectivement depuis le début. Je me suis toujours fait du souci pour mes collègues qui ont suivi cette politique folle. Je pense que cette expérience, c'est une expérience que l'humanité a vécue et qui doit nous faire nous poser beaucoup de questions. Et je pense que les médecins, la médecine est vraiment remise en question. Est-ce que la médecine, c'est obéir à des guidelines, obéir et maintenant à des directives de gouvernement? Est-ce que c'est ça être un médecin? Est-ce que c'est juste être une chaîne de transmission? Il n'y a aucune évaluation, aucune personnalisation du traitement. La majorité de mes confrères, hein, je dirais environ 80% de la profession qui a été très suiviste et on va dire qui adore la conformité depuis toujours, a suivi
des règles, parce qu'à partir du moment où l'autorité leur dit de faire quelque chose, ils se sentaient protégés et légitimes. Et donc, il n'y a pas eu de réflexion de leur part. Et malheureusement, j'ai peur que la profession serve de fusible. Les gens qui seront condamnés, j'ai peur que ce soit les médecins. Actuellement, je vous donne un exemple. Il y a de plus en plus de sportifs qui s'écroulent sur les terrains ou qui doivent déclarer forfait, comme Gaël Monfils cette semaine, parce que après sa 3e dose, il a des problèmes cardiaques. Les médecins, je ne sais pas ce que font les médecins de fédérations sportives, les médecins de la FIFA et tout ça. Toutes ces fédérations, elles ont des médecins du sport, moi je suis médecin du sport, qui sont responsables des décisions. Je ne sais pas comment c'est dans les autres pays du monde, mais en Suisse, en tout cas, tous les médecins de Suisse, du sport ou pas du sport, ont reçu de Swiss Medic en août 2021 un courrier co-signé par Moderna et Pfizer qui disait que chez l'homme jeune sportif, il y a un risque de myocardite. Donc tous les médecins sont informés depuis le mois d'août officiellement par leurs autorités. J'ai peur que, effectivement, la profession soit très chahutée dans cette phase justement où le vent est en train de tourner, où les médias vont gentiment retourner leur veste et où il va falloir trouver sur qui dévier la colère. Sentez le vent tourner, mettez-vous à parler, osez parler. Je lance un message vraiment à mes confrères. Le bilan politique des 2 ans, c'est qu'on a assisté à un recul de la démocratie, je crois, c'est évident, donc, et qui n'est pas terminé. Donc voilà, donc cette crise Covid, si on doit faire un bilan après le Covid, la démocratie, la démocratie, elle est en moins bon état après le Covid, en Occident en tout cas, avec des politiques qui, clairement, c'est de plus en plus difficile de les décrire comme démocratiques. Ce qui se passe au Canada, ce qui se passe en France, ce qui se passe même en Allemagne, en Italie. Donc les pays vraiment gouvernés par des gens qui font partie, effectivement, du... Il y a quand même un projet du World Economic Forum, il y a quand même un nouveau monde dans lequel on veut nous emmener. Voilà. Et puis et tout ça justement avec une mainmise des entreprises qui sont devenues les entreprises les plus puissantes depuis quelques années, qui sont les entreprises de tech en fait. Et donc la tech a pris le pouvoir sur tout. Et c'est vrai que c'est très intéressant quand vous écoutez les conférences de Bancel et compagnie. Eux, ils pensent qu'on va tout soigner demain avec l'ARN messager en fait, parce que ce sont des gars de la tech qui se sont accaparés des parts dans l'industrie pharmaceutique, et eux voient la santé, ils voient que la génétique, parce qu'ils voient le code génétique comme un code informatique, et du coup ils disent on va pouvoir guérir toutes les maladies en corrigeant le code, et on va pouvoir aller trafiquer le code, parce que c'est de là qu'ils viennent. Ben oui, Bill Gates, les mecs de Google et tout, c'est ça. Et ils développent des programmes pour remplacer le médecin et tout ça. Donc voilà, ils ont envie de faire cette nouvelle révolution industrielle, mais c'est un petit groupe de personnes le professeur Balavoine, que j'aime beaucoup et tout, une des dernières conversations que j'avais avec lui, j'aimais beaucoup, il me disait, moi, ce qui me fait le plus peur pour votre avenir, c'est justement la mainmise de la tech des boîtes de la tech sur la médecine. Et on le voit. Et donc pour les médias, c'est la même chose. Et moi, je vois énormément de gens qui sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assises. Les médias qui nous traitent, les médias mainstream qui ont traité cette conférence de complotistes, ils sont menacés par qui en fait? Par la tech? Eh ben, ils sont sur la même ligne que la tech. Et ils légitiment toute la censure que la tech fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Google nous censure, Facebook nous censure, donc sur Instagram et sur Facebook, et Google sur YouTube. Tu te fais fermer une chaîne YouTube si tu as un discours critique aujourd'hui, on sait très bien, par rapport au Covid. C'est la même chose sur les réseaux sociaux. Moi ma page, elle est bloquée, elle progresse plus en ce moment, elle est shadowban. Donc il y a la tech qui a pris le pouvoir sur le média, et le média, au lieu de se défendre, parce que la tech maintenant elle imprime une censure, donc le moyen pour les médias traditionnels, si vous m'entendez, de vous sauver en réalité, les médias mainstream, maintenant que la tech qui a pris le pouvoir sur le média censure, vous autorisez la pluralité des avis et des points de vue et redevenez neutre.
médias mainstream, parce que c'est votre seule survie. Des réalités que nous évoquons, donc c'est vrai que nous on va un petit peu aux conclusions, on dit voilà, il y a un crime contre l'humanité, il y a de la corruption, et puis la plupart des gens ils sont très perdus avec ça. Donc j'ai envie juste de faire un petit tour du propriétaire pour resituer un certain nombre de balises. La première, c'est qu'il y a un ensemble de règles en santé publique quand vous faites face à une situation exceptionnelle ou non, et qui repose sur un certain nombre de principes extrêmement simples. La première, c'est que vous ne prenez que des mesures qui sont absolument nécessaires. Vous n'imposez pas des choses qui ne le sont pas. La deuxième, c'est que les mesures que vous imposez, elles doivent être absolument efficaces. On n'essaye pas des trucs en se disant ça peut peut-être servir. Le troisième truc, c'est que vous avez un devoir de transparence en disant sur quelle science vous vous appuyez, et pourquoi est-ce que vous prenez ces décisions. Vous veillez à ce que les dommages que vous générez ne soient pas supérieurs aux avantages que vous obtenez, et puis vous monitorez dans la durée avec un système transparent pour évaluer l'impact de ces mesures sur la population. Et de toutes les règles que je viens d'énoncer, aucune. Mon éminent confrère Laurent Mucchielli, directeur de recherche au CNRS, a appelé la doxa du Covid. La doxa, c'est quoi dans une société? C'est un ensemble d'idées reçues auxquelles vous devez adhérer et qui ne peuvent pas être contestées. Alors, petit exemple, là encore, pris dans la réalité, Alain Berset, un journaliste devait être particulièrement audacieux ce jour-là, lui a posé la question, mais le pass sanitaire, est-ce que c'est vraiment utile? Réaction du ministre suisse de la Santé, vous n'allez quand même pas contester l'utilité du pass sanitaire. Vous voyez, ça c'est la doxa. Où trouver l'information manquante? Alors il y a des très bons médias indépendants avec des vrais journalistes qui font du travail de qualité, comme l'Impertinent Média en Suisse romande, Bon pour la tête, Recheck. Les deux journalistes dont je vous ai parlé, Serena Tinari et Catherine Riva, viennent de faire une interview pour une chaîne qui s'appelle Antithèse. Ça dure près de 2 heures, mais regardez, vous trouverez la confirmation de tout ce qu'on dit à peu près par des journalistes qualifiés qui savent encore faire leur travail. Et puis je salue dans la salle Daniel Vermus, Samuel Debay, qui sont des journalistes qui m'ont rejoint pour créer un site qui s'appelle covidhub.ch où on donne l'information manquante, c'est-à-dire celle qui, si les médias faisaient leur travail, vous la trouveriez dans leur colonne, et on puise essentiellement d'ailleurs à des sources mainstream. On relaie le Figaro, le New York Times, Marianne, etc. Mais c'est juste des informations qui ne circulent pas parce que la presse en Suisse a adopté un parti pris partisan qui est absolument épouvantable et qui de plus se double de ce pli détestable d'injurier les autres. Complotiste, c'est une injure. Antivax, c'est une injure. C'est bête comme chou, ça stérilise le débat, ça clive le monde dans une position, il y a les bons et les méchants, il y a le noir et le bon. C'est la négation de la pensée complexe. Et vraiment, je souhaite de tout cœur que la presse romande se réveille parce qu'elle est elle aussi extrêmement malade. Merci. Pour la France, il y a d'excellents articles. Par exemple, dans François, il y a aussi Sud Radio qui a fait des très bonnes émissions. Il y a des médias indépendants comme Nexus ou même TV Liberté. Il y a quand même des médias qui arrivent à passer des informations sourcées. Mais d'une manière générale, juste pour terminer, je termine sur les médias. La question, elle n'est pas très bonne. Parce que, on ne devrait pas se dire, ah tiens, il faut que je trouve le média dans lequel je vais croire. Hein. C'est le média fiable. Et maintenant, ce média, je le lis et ou je le visualise et c'est ma source d'information. Non, la source d'information, c'est l'esprit critique, c'est tout. C'est la logique et donc il faut piocher partout et juste garder son esprit critique. Et il faut lutter contre la censure parce que s'il y a de la censure, il y a des informations qu'on n'a pas. Donc pour l'esprit critique, c'est pas terrible. Oui. Oui, alors vous aviez parlé que le prochain step, ce serait digitaliser la santé. Maintenant, est-ce que vous ne pensez pas que le prochain plan, c'est de sortir une monnaie, une CBDC, donc Central Bank Digital Coin, et que c'est ça, en fait, leur prochain plan. Donc, c'est une monnaie centrale digitalisée. Ça va un petit peu dans le sens de ce que je disais parmi les choses qui nous ont été les droits bafoués, les libertés bafouées, et il y avait notamment celle d'acheter finalement. Et donc, on imagine très logiquement que
puisqu'on rentre de plein pied dans un monde digital, tout va se digitaliser et dès lors, il va y avoir de l'interopérabilité entre les systèmes. Autrement dit, si votre QR code vaccinal est à jour, vous pourrez utiliser votre monnaie digitale et on peut imaginer assez aisément un système qui encore une fois, qui check un petit peu dans tous les systèmes, pioche dans tous les systèmes et qui conditionne votre capacité d'acheter, évidemment. Je rejoins complètement Pablo sur le fait de pas donner, de pas tomber dans le fait de donner des bonnes notes ou des mauvaises notes à tel ou tel média. Je crois que fondamentalement, moi, je me nourris de tout. J'ai vraiment besoin de lire partout et pour me faire une idée, et je me nourris notamment des mainstream qui m'apportent l'information que au Japon, il y a eu des millions de doses qui ont été à la poubelle parce qu'il y avait des contaminants métalliques avec une capacité d'aimantation dedans. Je trouve ça très important et très intéressant et je remercie les mainstream de m'apporter ces informations. Voilà, donc je crois que vraiment, fondamentalement, il faut rester très ouvert, très connecté, vigilant sur le fait qu'il y a des absences d'informations par moment et donc à ce moment-là, il faut pallier par nous-mêmes. Moi, j'ai vécu cela fortement lors du décès du professeur Montagnier. On m'a mis en doute mon témoignage et j'ai trouvé que c'était très intéressant de voir comment les gens qui lisent tout le temps des journaux, on va dire, complotistes, mettaient en doute ce témoignage. C'est intéressant, ça veut dire qu'ils connectent plus avec leur cœur, leur sens critique. Donc, voilà. Voilà, alors, juste pour rebondir, ce quand Alexandra disait que si vous n'étiez pas un bon citoyen, on pouvait vous couper votre compte bancaire. C'est ce qui se passe en Chine maintenant, probablement chez certains. Regardez l'exemple de Trudeau l'autre jour. Comme il ne pouvait pas chasser les camionneurs du centre d'Ottawa parce qu'il y avait des milliers de camions bloqués, qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé les comptes bancaires des camionneurs. Comment? Il a annulé. Non, mais oui, c'est pour vous dire que déjà, c'est au Canada, c'est pas. C'est sûr que si on continue dans leur logique, ils vont essayer de généraliser ce genre de pratique. Voilà, alors je suis désolé, on aurait peut-être dû faire plus court, mais malheureusement on va devoir rendre la salle. Donc je tenais à remercier infiniment tous les intervenants et les bénévoles qui ont travaillé, que ça soit Agora, Action Suisse, Octoprod qui nous a aidés et tous les bénévoles du Grand Éveil. J'espère que j'en oublie pas. Je me permettais juste de rebondir une dernière fois sur ce qui a été dit parce que du coup on va manifester avec le Grand Éveil. On a déposé une demande pour samedi pour manifester entre autres contre l'identité numérique parce que c'est justement ce qui arrive, c'est le contrôle social à travers le digital et ils vont nous imposer ça. La Commission européenne en parle de l'identité digitale pour septembre de cette année. Donc là, on a eu le préambule. Maintenant, on va avoir le gros du travail. Ça va être de lutter contre ce contrôle qu'ils vont essayer de nous mettre en place pour qu'on soit, comme vous dites, dès que vous levez le petit doigt, hop, on vous coupe. Mais samedi, vous êtes invités à venir manifester à Genève à la place Lise Girardin à 13h30. C'est à côté de la gare jusqu'à 19h. On va faire ça de manière festive avec de la musique, dans la bonne humeur. Je tiens également à remercier le Club Suisse de la Presse de nous avoir reçus. Il faut les remercier. Un tonnerre d'applaudissements pour eux. Et je tiens encore juste à vous dire que voilà, donc il y a eu un coût assez important pour cet événement. Donc si jamais vous voulez faire un geste, on a mis une boîte pour des dons et on vous remercie d'avance. On vous souhaite une très bonne soirée, à bientôt et merci encore.